On va récupérer votre son, Michel Onfray. En attendant, je vais accueillir James Duclos. Bonjour James Duclos. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes agriculteur, membre de la CER, donc la coordination rurale 18. Et évidemment, on se rappelle de vous puisque vous êtes celui qui nous avait fait vivre le moment où les agriculteurs tentaient de percer le barrage policier à Orvault. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut éventuellement, comme on récupère, en attendant de récupérer Michel Onfray, passer ce moment très très fort où on était avec vous, James Duclos, grâce à vous, où les agriculteurs tentaient de percer ce barrage policier il y a peu de temps finalement. On regarde ça. Vous me faites faire du sport, hein. Merci James, c'est vous qui court derrière les tracteurs. Mais vous ne pouvez pas monter derrière. Ah bah non, vous pouvez même pas monter derrière un tracteur. Ça va enquiller le champ là. Ah oui, ça va sur le champ. Et on voit la police. Oh, le problème, c'est que le champ est très mou. Hein. On voit là, ouais. Bah oui, c'est bien mouillé. C'est un champ de maïs. Ouh là là. Oh non, c'est porteur. Non, ça porte. Ah, génial. On voit les agriculteurs donc ils quittent la route. Juste devant le deuxième blocus policier, c'est bien ça, hein, le deuxième barrage. Ouais. Alors, quelle est la stratégie? C'est même. Je suis en train de m'enterrer, moi. Faites attention à vous, James, quand même. James qui court pour Toxin. C'est beau, merci beaucoup, James, en plus de tout ce que vous faites pour nous tous les jours, en travaillant la terre. Donc là, les autres tracteurs sont en train de suivre. En fait, tout le monde suit du même côté. Donc, il y a un forçage de barrage. On ne voit pas trop ce qui se passe devant. Certains passent sur la route, certains passent sur la terre. Et la police. Ça doit passer après le deuxième, ça passe. Il va bouger en plus, là. Ouais, laissez-le pas bouger. Il faut le coincer en latéral. Il ne faut pas qu'il puisse manœuvrer. Les conseils de Thierry Sénéclose. On va jouer au chat à la souris. S'ils veulent jouer, il faut jouer au chat à la souris. Bah, on peut neutraliser un blindé. Avec 2 tracteurs, on neutralise. On voit les flashballs qui sont sortis. Ah, ouais, d'accord. Faites attention à vous. Ça y est, c'est parti. Allez. Allez, roule. Allez, on se fait tirer. Oula, il roule super vite. Ça suit. Suivez. Il faut Suivez. Il faut déjouer les forces de l'ordre. Il faut y aller, c'est porteur. Est-ce qu'ils suivent les autres? Ils suivent pas, on a l'impression. Ils ont du mal à démarrer, ça prend un peu de temps. C'est porteur, vous pouvez y aller. Allez hop, il y a le bleu qui démarre derrière. Ils sont passés, la trouée est faite. Allez, c'est parti. Il y en a 2 qui passent. Le deuxième blindé, il est en train d'essayer de bouger. Alors, voilà, je crois que la vidéo est terminée. Ça nous a permis de récupérer le micro de Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je ne sais pas si vous avez entendu notre introduction. Je disais qu'on était très heureux de vous recevoir aujourd'hui, tout comme James Duclos. James Duclos, donc on a vu ce passage où vous nous faisiez vivre ce combat des agriculteurs pour se faire entendre face à un barrage policier qui les empêchait de rejoindre Paris, mais comme vous l'aviez expliqué à ce moment-là, tout à fait pacifiquement, pour se faire entendre dans une crise, dans un message politique que vous n'arrivez pas à faire entendre. On a entendu aussi la détresse à la fin de cette émission de James Duclos, puisque finalement déjà les agriculteurs avaient été arrêtés, bloqués par la police, et le combat de ce jour avait été perdu. Puis le désespoir, puisque vous saviez 2 jours que vous étiez là, enfermés, et évidemment toute cette relation face aux forces de l'ordre, et puis face aux politiques surtout, hein, encore une fois, qui refusaient de vous entendre et qui refusent toujours de vous entendre, même si, je le signale aujourd'hui, François Bayrou a déclaré qu'il allait recevoir les agriculteurs aujourd'hui. Faut-il en attendre quelque chose? C'est aussi une question que je poserai à Michel Onfray, évidemment. Michel Onfray, vous avez répondu finalement par ce livre, Entendez-vous dans nos campagnes, à une demande de Véronique Le Floch, on le lit, parce que c'est un échange épistolaire, qui vous appelle à l'aide, en fait. Elle vient vers vous dans cette première lettre et elle vous demande de l'aider à mettre en avant cette cause agricole, puisqu'elle vous sait issue de ce monde paysan par votre père, et elle sait que vous connaissez la douleur paysanne et agricole, et elle vous demande de l'aider. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord pourquoi elle se dirige vers vous, et peut-être revenir un petit peu sur cette enfance que vous avez vécue, que vous racontez très très bien, magnifiquement bien même. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce premier échange et cette demande de Véronique Le Floch? Oui, non, ils ne m'ont pas appelé au secours en disant venez nous aider. Hein. Ce sont des grands garçons et des grandes filles et ils ont un corpus idéologique. C'est vraiment très pensé, très conçu, très intelligent leurs propos et ils n'avaient pas besoin de moi. Simplement, ils ont souhaité me rencontrer pour qu'on puisse faire des choses ensemble sans trop savoir quoi. Et c'est moi qui ai proposé qui aurait été un échange de lettres.
Et donc, je souhaitais mettre mon nom à disposition d'une certaine manière. C'était pas du tout un appel au secours pour avoir des idées. La Oui, bien coordination sûr. rurale n'a pas besoin de moi pour avoir des idées. Ils ont des très bonnes idées. Ils ont même des meilleures idées que moi, puisque ce sont des idées concrètes de gens qui travaillent sur le terrain. Et il y a jamais meilleur philosophe que quelqu'un qui, parce qu'il est paysan, parce qu'il est viticulteur, parce qu'il est boulanger, par exemple, ou parce qu'il est instituteur, nous dira voilà ce qu'il faut faire dans mon métier, parce que eux sont des gens compétents et on n'a pas besoin de fonctionnaires et de bureaucrates. Oui, oui. Sauf que enfin, dans cette lettre, elle dit si vous pouviez nous permettre de mettre en avant cette cause. C'était dans ce sens-là que je parlais d'aider, mais évidemment, Oui. le corpus, ils l'ont, mais vous le remettez en lumière aussi à travers cet ouvrage. Et on voit bien qu'il y a eu finalement une transformation de l'agriculture, d'abord à l'après-guerre, évidemment, vous allez peut-être revenir dessus, et puis dans les années 90, avec notamment la transformation de la PAC. Peut-être pouvez-vous revenir un petit peu dessus avant que James Duclos, justement, puisque comme vous l'avez dit, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à James Duclos, qui nous a fait vivre cette détresse agricole en direct. Eh bien, comme vous l'avez dit, vous avez fait un échange avec des gens du terrain, de la terre, et aujourd'hui, il me semblait important pour redonner pleinement la vérité de votre livre, de faire vivre cet échange aussi avec un agriculteur en direct. Mais d'abord, peut-être, si vous voulez bien revenir sur la transformation du monde paysan et cette transformation aussi de la PAC dans les années 90, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on a beau, malgré les promesses, et on peut parler de François Bayrou, avoir des paroles et des paroles, tant qu'on restera dans ce paradigme-là, finalement, rien ne pourra changer. Oui, il y a deux choses. Moi, mon père était ouvrier agricole, c'est-à-dire pas paysan, hein, pas propriétaire, mais il louait sa force de travail à un patron. Et donc, j'ai connu ça comme, mon frère et moi, on a connu ça comme enfant d'ouvrier agricole. Et notre père nous racontait comment, juste après la guerre, c'est-à-dire, nous, on a eu le 6 juin 44 en Normandie avec le débarquement des Alliés, et ce qui est arrivé sur la Normandie à ce moment-là, ce sont des moteurs de chars, moteurs de camions, moteurs de MC, moteurs de barges, moteurs de bateaux, etc. Et finalement moteur de tracteur. Donc mon père racontait qu'il était parti avec un cheval et un charretier à la gare et que il avait ramené dans le village un tracteur qui était en pièces détachées et que le maréchal Ferrand s'est mis lui à monter le tracteur et que mon père appelait un Marshall. En fait, c'était pas un Marshall, Oui. c'était un McCormick, mais c'était le McCormick du plan Marshall. Oui, c'est ça. Et donc c'est une date terrible parce que c'est le début de l'industrialisation de la paysannerie. Mon père a démarré avec les bœufs, il a bourré avec les bœufs, il a bourré ensuite avec le cheval, puis après il s'est mis à labourer avec le tracteur. Et sur la fin, comme mon père était retraité, mon père était né en 1921, eh bien, on l'avait remplacé par un avion, c'est-à-dire un petit avion qui venait faire, par exemple, l'épandage des pesticides, qui faisait un aller-retour, et qui faisait un épandage en 45 minutes, alors que mon père travaillait une bonne semaine pour faire ce travail, évidemment, pour faire cet épandage. Et donc, évidemment, ça a été le début de l'industrialisation, en même temps le début de la pollution, parce que on ne savait pas, c'était l'agriculture productiviste, donc il fallait produire beaucoup, et les paysans, comme les autres, ne savaient pas d'ailleurs que c'était aussi dangereux et aussi toxique. Les paysans n'ont pas pollué volontairement. On leur a demandé de mettre des produits pour être rentables, et la rentabilité, elle était exigée par les banquiers, qui étaient les propriétaires des tracteurs, par exemple. Ça, c'est la première date qui est la plus importante. Et puis la deuxième, c'est 1992, c'est le traité de Maastricht, c'est-à-dire que ce que je dis dans cet ouvrage, c'est que l'agriculture que j'appelle virgilienne, c'est-à-dire contemporaine de Virgile, des paysans romains, eh bien, elle a duré jusqu'au 6 juin 44, jusqu'à cette époque. Et depuis, on est passé à autre chose. L'agriculture classique et traditionnelle va disparaître. C'est évident, mais les politiques ne peuvent pas le dire très clairement. Ils travaillent actuellement à une industrialisation de l'agriculture et de la production alimentaire. Ils ne travaillent pas par hasard, tous ces gens qui existent, par exemple, sur la viande cellulaire. Il s'agit de fabriquer, par exemple, du clonage de viande de bœuf pour éviter que les bœufs puissent souffrir. On a tout le discours écologiste de la souffrance animale, etc. Donc, il s'agira de dire à un moment donné,
vous aimez la viande, continuez à en manger, mais elle aura été produite sans les animaux, mais simplement avec des clonages de laboratoire, donc avec une industrialisation chimique qui est terrible. D'abord, elle coûte très cher, elle est très énergivore. Là, les écologistes ne sont pas soucieux de l'énergie nécessaire pour fabriquer de la viande cellulaire. Et ça permet ensuite de dire, laissez tomber les paysans et laissez faire les industriels qui, pour le coup, vont fabriquer une viande qui vont répandre sur la totalité de la planète, puisqu'il s'agit de faire du business. Donc, il s'agit non pas de tuer les paysans comme un cobra le ferait en mordant et en les tuant dans l'instant, mais il s'agit comme un boa constrictor de serrer. Et là, c'est ce qui se passe avec la paysannerie française. Le traité de Maastricht, la politique européenne, c'est une invitation à en finir avec la paysannerie. On voit bien d'ailleurs, les fermes disparaissent les unes après les autres, les paysans sont nombreux, hélas, à se pendre, et ceux qui restent sont des vrais militants, des gens qui travaillent plus de 10 heures par jour, sans week-end, sans fête quand on est dans l'élevage, et qui gagnent des salaires de misère. Oui, alors justement, je vais vous citer, puis ensuite on va donner la parole à James Duclos qui vit cette réalité au quotidien. Vous écrivez, Michel Onfray, l'Europe maastrichtienne travaille à un projet de disparition de la paysannerie terrienne. On est obligé de recourir à ce pléonasme au profit d'une paysannerie virtuelle conduite par des ingénieurs, des agronomes, des chimistes, des informaticiens et activée dans des laboratoires aseptisés qui remplaceront les champs et les pâturages, les prairies, les herbages par des incubateurs, des réfrigérateurs, des ordinateurs, des bioréacteurs. Voilà le monde que souhaite l'Europe maastrichtienne. Et Véronique Le Floch, d'ailleurs, souligne à peu près dans les mêmes dates la transformation de la PAC qui abandonne le système des prix garantis et donc la souveraineté agricole et alimentaire pour passer à un autre mode de gestion. James Duclos, tout seul, vous le vivez, vous l'avez vécu dans votre chair, puisqu'évidemment, on l'a vu encore, vous continuez de vous battre pour les intérêts de l'agriculture française. Vous avez certainement entendu aussi ce que dit Michel Onfray. Est-ce que vous êtes, vous aussi, d'abord, vous comprenez cette transformation? Est-ce que aussi vous la sentez, cette transformation du monde agricole? Et est-ce que vous considérez qu'il y a véritablement une volonté de faire disparaître l'agriculture française? Moi, je vais parler un petit peu de mon cas personnel. Bien sûr. Je suis éleveur, donc du côté de Sancerre, et je suis installé hors cadre familial, c'est-à-dire que mes parents n'étaient pas agriculteurs. Donc, c'est vraiment un choix de vie qu'on a voulu faire avec ma femme. On est avant tout passionnés et on se rend compte qu'aujourd'hui, on peine à vivre de notre métier. C'est de plus en plus compliqué. Il y a 11 ans qu'on est installé. Il y a 11 ans, on arrivait à s'en sortir. Et là, plus ça va, plus les charges augmentent et plus le revenu baisse, en fait. Oui. Donc, du coup, aujourd'hui, on a des salariés qui vivent mieux que nous, qui ont des salaires plus importants que les nôtres. C'est malheureux à dire. Nous, on est à peu près 70 heures par semaine, 7 jours sur 7, et on peine à faire un SMIC pour 2 personnes. Ouais, c'est dingue. Je précise d'ailleurs, je vais donner le nom. Vous avez votre exploitation, c'est la ferme de la Brosse. Il est éleveur de chèvres et de poulets dans le Cher, dans le village Le Noyer. Donc, si éventuellement des auditeurs de Tocsin souhaitent faire un tour dans votre ferme, peut-être, je ne sais pas si on peut acheter les produits en direct. En tout cas, oui, on a un magasin de vente directe et l'été, pour faire venir un petit peu de tourisme, on fait un labyrinthe de maïs dans une parcelle juste à côté de la ferme. Oui. En tout cas, je reviens sur le message général, James Duclos. Est-ce que vous vivez, est-ce que vous sentez cette asphyxie progressive du monde paysan? Et comment vous voyez justement face à on l'a compris, Michel Onfray le dit, c'est une Europe maastrichtienne. C'est finalement, on l'a vu aussi avec Véronique Le Floch qui parle de la PAC et de l'abandon du système des prix garantis. À partir de là, de cette grande trahison, je veux dire, comment les agriculteurs peuvent se défendre, puisqu'on a l'impression que finalement vos combats aujourd'hui, on l'a vu encore par l'extrait qu'on a passé, ne sont pas entendus par le corps politique et encore moins au niveau européen. Je pose d'abord la question à James Duclos, évidemment la même à Michel Onfray après. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est sans arrêt en train de se battre, mais le problème c'est qu'on n'a pas tous les mêmes armes. On fait rentrer des produits des autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes règles. Donc nous, ce qu'on demande, c'est au moins qu'on ait tous les mêmes règles pour pouvoir se battre sur le même tableau. Oui. Alors, Michel Onfray, même question. Est-ce que, on a bien compris, vous cherchez, James Duclos cherche une égalité finalement. Et puis même, moi, je pourrais parler de priorité pour les produits français qui sont très, très, qualitatifs. Comment on peut faire aujourd'hui quand on voit que, de toute façon, ministre de l'Agriculture après ministre de l'Agriculture, le véritable message des agriculteurs, c'est-à-dire on veut travailler la terre et on veut produire de bons produits sans être, bloqué par les normes, 2, traité de pollueurs-payeurs, 3,
sans avoir la concurrence de ceux qui, eux, ne se fatiguent pas des critères de qualité dans des pays très lointains. Comment on fait pour supporter tout ça aujourd'hui? Enfin, quelle est la solution finalement, Michel Onfray? Il faut défendre une politique qui ne soit pas libérale. C'est-à-dire, si vous pensez que le marché doit faire la loi, c'est pas compliqué quand vous avez des règles qui sont imposées aux agriculteurs à qui on dit il va pas falloir produire comme ceci, comme cela, pas avec ces produits, pas de cette manière-là. Vous n'avez pas le droit de toucher à vos haies entre telle date et telle date. Sinon, la police arrive, elle est plus facilement mobilisable, la police, quand il s'agit des paysans qui taillent leurs haies en dehors des dates que quand il s'agit des délinquants. Donc, il faut une politique souverainiste et donc protectionniste. C'est pas possible quand on dit voilà le marché planétaire est libre de dire là où vous avez des gens qui travaillent pour quelques euros par jour, vous allez pouvoir être en concurrence, la fameuse concurrence libre et non faussée. Ça n'est pas possible. Nous on a un droit du travail, on a des retraites, on a une santé, on a une protection sociale et tout ça a un coût. Le coût du travail est beaucoup plus cher en France par exemple que dans un certain nombre d'autres pays qui nous inondent avec leurs produits. Je songe à l'Ukraine par exemple, Oui, qui est évidemment politiquement correct aujourd'hui. Donc on nous dit acheter le blé ukrainien, il faut soutenir les Ukrainiens. On dit oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas soutenir nos paysans, par exemple? Donc il faudrait vraiment des politiciens qui soient souverainistes, mais vraiment souverainistes, qui fassent pas de la politique politicienne en disant je vais l'être un peu, mais pas trop. Souverainiste, c'est pas un joli mot, et puis je ne vais pas être élu si j'utilise ce vocabulaire-là, etc. Mais je rappelle quand même que quand il s'agit du cinéma, quand il s'agit de la littérature, alors là, on a des acteurs, des comédiens, des réalisateurs qui sont pour le protectionnisme. Tous les écrivains sont pour le prix unique du livre, et personne ne traite de fasciste. Les cinéastes, quand ils disent il faut protéger la production cinématographique française, personne ne traite de fasciste. Les écrivains, quand ils disent vive le prix unique de Jack Lang, qui nous permet de continuer à exister, et à certaines librairies de continuer à exister également. Là, on ne dit pas qu'on a affaire à des fascistes, on dit juste qu'on a affaire à des gens qui ont du bon sens. Mais quand ce sont les paysans qui disent mais nous on veut la même chose, comme on est dans la protection de vos livres, comme on est dans la protection de vos films, soyez dans la protection de nos cultures et de nos productions. Et là on dit ah là là les fascistes, la coordination rurale proche de l'extrême droite ou ce genre de choses. Et tous ces gens qui nous disent votez bien au deuxième tour, votez bien, tâchez de ne pas voter pour le fascisme. Ce sont juste des gens qui vous disent le protectionnisme c'est bien pour nous, c'est pas bien pour les autres. Les paysans auraient intérêt évidemment à avoir le souci du souverainisme, pas seulement du souverainisme alimentaire, mais d'un souverainisme politique. On voit bien que les idées changent. On voit bien que par exemple Orban ne pense pas la même chose qu'Ursula von der Leyen sur la question de la paysannerie. On voit bien que François Bayrou va recevoir les paysans, mais il a dans la tête de toute façon un logiciel européiste depuis 50 ans qu'il fait de la politique. Donc il va les embobiner en leur disant oui, nous allons faire le maximum, le nécessaire, nous sommes contre, nous n'allons pas signer le traité du Mercosur dans l'État, comme disait Macron. Oui. Et puis Ursula von der Leyen dit de toute façon on l'a signé. Donc vous n'avez plus le choix, vous n'êtes plus souverain, vous n'êtes plus libre depuis 1992. Donc le vrai combat, il est protectionniste, il est souverainiste, ce que fait un Orban en Hongrie, ce que propose de faire un Donald Trump aux États-Unis. Il faut que nous ayons un homme politique ou une personne politique qui soit capable de penser aux paysans en termes de protectionnisme. Est-ce que protectionnisme, ça veut dire Frexit, Michel Onfray ? Oui, moi personnellement, je suis pour. Je pense qu'on ne peut pas rester dans une configuration, comme le disent par exemple Marine Le Pen ou même Éric Zemmour, en disant oui, mais on reste et puis on va tordre le bras de ces gens-là. Non, c'est ces gens-là qui vont nous tordre le bras. La commission est antidémocratique. On voit bien d'ailleurs que dès qu'il y a de la démocratie, la dernière fois c'était en 2005, et la dernière fois que les Français ont dit non, on veut pas de cette Europe-là, elle nous expose beaucoup trop. On leur a dit en 2008, vous l'aurez quand même. Et le traité de Lisbonne a dit on va passer par-dessus le peuple qui en 2005 n'a pas voulu de ce traité. Il a bien compris ce que c'était que le traité européen. Et on voit bien à chaque fois qu'il y a des élections, par exemple, Macron dit je les ai pas perdus de beaucoup, donc je les ai gagnés. Et quand les gens disent bah non, majoritairement on a demandé au parti de Marine Le Pen, c'est pas un parti que je défends personnellement, mais je dis simplement que quand la dernière fois qu'on a sollicité les Français aux législatives, on leur a dit ah ben finalement c'est nous qui avons gagné. Personne n'a gagné. Mais si, il y a des gens qui étaient majoritaires en voix et avaient un parti majoritaire. Après arrivaient des partis coalisés et simplement chaque fois que le peuple français dit qu'il souhaite en finir avec cette précarité, cette paupérisation, on lui dit vous avez mal voté, nous on vous inflige et on vous impose, ça va faire deux quinquennats, on vous impose une politique maastrichtienne et vous l'aurez, je ne voudrais pas être vulgaire, mais vous l'aurez jusqu'au bout.
Oui, on a compris. James Duclos, même question d'abord. Est-ce que vous attendez quelque chose de François Bayrou, de cette rencontre? Michel Onfray en parlait il y a quelques instants. Et puis, plus largement, est-ce que vous considérez finalement, est-ce que vous déjà, concrètement, l'Europe vous aide? Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez qu'elle vous noie? Vous, dans votre cas concret, est-ce que vous bénéficiez de la PAC, par exemple? Et comment vous envisagez éventuellement une sortie en tout cas de tout ce système? Est-ce que pour vous c'est absolument le Frexit ou est-ce que vous voyez ça autrement? Beaucoup de questions, on va commencer par l'histoire de Bayrou. Alors, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment des actions très rapides, parce qu'il y a quand même, faut savoir, il y a quand même 1 an qu'on est dans la rue. Là aujourd'hui, il va falloir vraiment des réponses à tous nos problèmes, et surtout qu'il y a des choses qui peuvent être faites très rapidement, notamment au niveau des normes. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'être au niveau des normes européennes? On demande aussi un petit peu moins de contrôle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est envahi par les contrôles. On voudrait aussi qu'il y ait autant de contrôles qu'on supporte, nous, sur les produits d'importation. Ah oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il est important aussi de contrôler des 2 côtés, et pas contrôler que notre pays. Ah oui, ça semblerait normal. Voilà. Donc, nous, on dispose des aides PAC, bien sûr, comme tout agriculteur. Au jour d'aujourd'hui, on aimerait bien plus pouvoir en avoir besoin. Alors, moi, j'ai pas énormément d'hectares. On a 18 hectares sur la ferme. Donc, du coup, c'est pas notre revenu principal. Parce que je précise que les aides sont au prorata du nombre d'hectares. Voilà. Pardon. Oui, mais justement, un des leitmotifs, un des slogans, on va dire, de la coordination rurale, c'est de dire des prix, pas des garanties, c'est ça? Exactement, donc, voilà. En fait, des on prix, veut... pas des primes. Oui, voilà, des prix, pas des primes. On veut, finalement, gagner notre vie par notre métier, ce qui semble à peu près logique, et pas par des subventions au bon vouloir de la PAC, avec ses propres critères, qui ne sont visiblement pas ceux de la qualité en plus, puisque, encore une fois, on est au prorata du nombre d'hectares, notamment, et donc du productivisme. Exactement. Donc, je reviens sur, finalement, déjà, est-ce que vous attendez quelque chose de cette rencontre avec François Bayrou, ou est-ce que vous n'attendez rien parce que vous estimez que ça ne va rien changer? On espère toujours. Après, ce qu'il faut, c'est que ça soit rapide. Il ne faut pas que ça passe encore par des réunions, des études. Alors, ça fait des années qu'on fait des études. On se rend bien compte qu'au jour d'aujourd'hui, on n'en peut plus. Il y a quand même un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Et ça, il faut le rappeler. C'est des drames familiaux. On voit bien que dans les campagnes, tout meurt. On n'a plus de boulanger, on n'a plus de médecins. Bientôt, on n'aura plus d'agriculteurs. Oui. D'ailleurs, le titre de votre livre, Michel Onfray, Entendez-vous dans nos campagnes, un titre qui généralise, en effet, et vous le dites dans votre livre, on n'est pas que sur la cause agricole, finalement. Encore une fois, les agriculteurs sont nos sentinelles, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais derrière les agriculteurs, il y a tout un maillage, finalement, de notre monde à nous, de la France. Et ça, Michel Onfray, vous y êtes très sensible, et vous en aviez déjà parlé, d'ailleurs, de ce maillage paysan, on peut appeler, ou de la tradition française, qui est en train de disparaître avec le monde paysan. Oui, je voudrais dire 2 mots sur la PAC, parce que je pense que quand on dit aujourd'hui les paysans, ils reçoivent la PAC. Mais la PAC, c'est quoi? Ce sont des impôts que nous avons déjà donnés. C'est-à-dire qu'on donne 10 € à l'Europe et l'Europe nous en rend 6. Et on dit, vous avez vu, on a été subventionné par l'Europe. Sauf que quand on a reçu 6, on a perdu 4. Et donc, c'est aussi ça, c'est de dire l'Europe, quand on dit c'est l'Europe qui a payé. Des fois, on a restauration d'un monument grâce à l'Europe. 5 km d'autoroute grâce à l'Europe. Mais on a envie d'imaginer que finalement l'Europe elle serait tellement gentille qu'elle aurait une cassette et que de temps en temps elle distribuerait de l'argent parce qu'il y aurait des jolis projets européens. Non, c'est l'argent des paysans, l'argent de la PAC, c'est l'argent qu'on leur restitue après en avoir pris au passage. C'est-à-dire que quand vous donnez 10 et que on vous rend 6 et que vous avez perdu 4, il y a des gens qui ont fait le calcul. Donc il y a toute une bureaucratie qui s'enrichit sur ce sujet-là. Et puis après vous avez de l'argent que les paysans donnent et finalement c'est de l'argent qui va être donné par exemple à la paysannerie ukrainienne qui, elle, n'est pas dans la configuration européenne. Donc, c'est de l'argent volé aux paysans. C'est-à-dire que c'est l'aumône qu'on leur fait aux paysans, la PAC. C'est-à-dire, s'ils avaient véritablement leur argent, ils en auraient beaucoup plus que celui qu'on leur donne après avoir ponctionné au passage. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, oui, notre ami a raison de dire, moi, j'ai une maison dans mon village natal et je vois bien comment ça fonctionne entre mon père et les commerces qu'il a connus, lui, dans le village. Moi, ce que j'ai connu avec les commerces dans mon village et ce que, par exemple, les enfants de mon frère connaissent aujourd'hui ou les petits-enfants, mais c'est un effondrement considérable. Dans un village de 500 habitants, on a perdu une trentaine de commerces. Donc, il reste aujourd'hui une épicerie, une boulangerie,
boulangerie, un petit bistrot et une pharmacie, une coiffeuse dans un village de 600 habitants. Donc tout ça, c'est formidable, mais moi, j'ai connu 3 ou 4 cafés, j'ai connu 2 épiceries, j'ai connu un médecin, j'ai connu un dentiste, j'ai connu tout ça. Et la paysannerie faisait le lien. Et c'était les paysans qui rendaient possible la vie dans le village, la vie rurale d'une certaine manière. Or, la réalité aujourd'hui, c'est quoi? Les gens, ils viennent habiter dans les villages pour aller travailler aux villes. Et puis, vous avez quoi? Des bobos qui ont les moyens, eux, de s'acheter des bâtiments en disant, ah, bon, il y a une jolie longère, il y a une jolie ferme, il y a un joli petit bout de château. Eh bien, nous, on achète ça, puis on y vient 3 fois par an. Pendant que les gens qui sont dans le village, eux, ils n'ont pas la possibilité d'acheter ces bâtiments pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc l'exode rural qui a été signifié par Jean Ferrat dans la montagne, il continue encore aujourd'hui. Il y a une impossibilité pour les paysans de pouvoir faire vivre le tissu social, c'est-à-dire qu'on pourrait fabriquer des coopératives, des mutuelles par exemple dans les villages en disant allez hop, on va produire, distribuer, diffuser, on va faire l'économie de la grande distribution. On voit bien aujourd'hui que les gens qui nous donnent des leçons sur la paysannerie, ce sont Michel-Édouard Leclerc ou des gens qui égorgent complètement les paysans. Donc il faut repenser en termes de redistribution aussi, d'organisation, en disant mais nous on va vendre des bons produits ailleurs et autrement, parce que quand vous allez dans une grande surface, sur 10 produits qu'on va vous proposer, vous aurez un produit qui aura été propre et correct et intéressant, et puis les autres qui vont venir du monde entier. C'est un produit d'appel juste pour dire regardez, nous travaillons avec nos agriculteurs locaux, et on a quelques photos de paysans un peu choisis comme un paysan de publicité ou de cinéma, toujours un peu abruti d'ailleurs. Regardez, à chaque fois que vous avez des publicités pour défendre des fromages, du beurre, du lait ou de la crème, c'est tous des abrutis. Là, il n'y a pas de métissage. On n'a jamais un agriculteur sénégalais qui conduit un tracteur. On n'a jamais quelqu'un qui serait arabo-musulman et qui serait en train de planter des pommes de terre. Là, on a toujours une espèce de beauf. Il y a une image déplorable du paysan en plus de ça. Il y a une image déplorable de la paysannerie, parce que tous les gens qui font la publicité, qui font la vision du monde, qui nous proposent une vision du monde, sont des gens qui estiment que la ruralité, elle est arriérée. Alors que moi, quand je suis allé, par exemple, à l'Assemblée générale de la coordination rurale, c'est pas moi qui ai appris des choses, c'est eux qui m'ont appris des choses. Avec leurs compétences, avec leurs talents, qui sont des choses extraordinaires à constater sur place. Tous ces gens qui nous disent concrètement, voilà ce qui se passe, voilà comment ça fonctionne dans l'élevage, dans la production, dans les céréales, dans la viticulture, et qui ont une véritable intelligence. Mais cette intelligence-là, on leur dénie aux paysans cette intelligence parce qu'elle est pratique et concrète, parce que les techniciens ou les bobos complètement infusés d'écologie distribuent un discours qui est tout à fait dommageable. Ouais. Alors, concernant cette agriculture, cette image d'une agriculture arriérée qu'on a pu encore entendre aujourd'hui quand on essaye de faire passer justement la coordination rurale pour des... Ah, vous n'entendez plus? Bon, on va tenter de reconnecter Michel Onfray, on va gérer ça. En attendant, je me tourne vers James Duclos. Vous avez entendu ce que dit Michel Onfray? Oui. Comment vous réagissez? Je suis tout à fait d'accord. Nous, on le voit notamment dans notre commune. À l'école, il y a 50% Alors attention, des enfants attendez. James Duclos, pardon, on a un écho. Leurs parents sont agriculteurs, donc on voit bien que le jour où il n'y aura plus d'agriculteurs, les campagnes vont se fermer de plus en plus. D'accord. Mais justement, James Duclos, vous parlez aussi, la coordination rurale, du rôle nocif de la FNSEA, il faut le dire comme ça, qui a joué contre son camp, contre les agriculteurs, notamment en privilégiant ce système productiviste contre le véritable système paysan, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Et je voudrais donner la parole aussi à Michel Onfray sur ce sujet. C'est vrai que nous, on le voit bien, il y a de plus en plus, ils poussent un petit peu à faire des grosses fermes, ils rachètent de plus en plus les voisins, et le problème, c'est que ça fait mourir des agriculteurs. Oui, d'accord. Michel Onfray, je ne sais pas si vous êtes avec nous ou pas, Michel Onfray. Vous nous entendez? Oui. Concernant le rôle de la FNSEA depuis bien longtemps, qui a été lui aussi perverti, puisque le début de la FNSEA, c'était pas ça, mais qui aujourd'hui, dont le directeur était également le responsable du groupe Avril. Comment on peut comprendre aujourd'hui de voir qu'on en arrive à un système qui soit tel, qu'il y ait un tel conflit d'intérêts, j'ai envie de dire, entre le monde paysan et un système industriel? Et puis, c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité, de toute façon. On voit bien que c'est des gens qui travaillent même plus sur leur ferme, c'est des salariés qui s'occupent de ça. Eux, ils sont à la tête de tout ça, et du coup, ils sont déconnectés de ce qui se passe en réalité. Oui, déconnectés de ce qui se passe et de la réalité du problème des agriculteurs, et ils ne souhaitent pas les défendre. Ce qui pourrait le déconnecter, mais souhaiter les défendre. Intérêt.
Bah oui, c'est ça. Michel Onfray, à ce sujet. Oui, vous savez, mais un paysan, c'est pas, ça veut rien dire en tant que tel. C'est-à-dire que le très gros céréalier de la Beauce, par exemple, il est paysan tout autant que le petit producteur de fromage. Moi, j'ai un ami qui fait du fromage, par exemple, en Suisse normande. Et ben, il est aussi, lui, un paysan. Donc, on voit bien que c'est pas exactement la même chose. Vous avez à la FNSEA des gens qui sont des industriels de l'agriculture et qui, eux, justement, accompagnent doucement la possibilité pour le serpent de pouvoir étouffer. Le boa constrictor, il fait partie, enfin, ils font partie du boa constrictor. Donc, ils sont dans la cogestion de l'agriculture, la FNSEA, depuis des années. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de ce qui advient aujourd'hui. Donc on ne peut pas être aujourd'hui jugé parti, estimer qu'on défend la paysannerie quand on travaille depuis 40 ans à la détruire. Si Chirac a été autant un compagnon de route de la FNSEA, c'est bien, et il n'y a pas plus maastrichtien que Chirac, et pas plus anti-gaulliste que Chirac, c'est bien qu'effectivement il y avait un intérêt chez ces gens-là à noyauter le syndicalisme agricole pour faire de telle sorte qu'ils placent leurs pions. Et quand on voit effectivement qu'on a une espèce de chef d'entreprise, de patron d'industrie à la tête de la FNSEA, on voit bien qu'il ne va pas défendre les intérêts des petits paysans. Ouais. J'avais une dernière question pour tous les deux, pour conclure. Et puisque je reviens, finalement, je reboucle James Duclos avec la vidéo qu'on a passée en début d'émission sur ce barrage policier. C'était finalement l'affrontement entre les agriculteurs et les policiers qu'on a pu voir à l'œuvre et malheureusement qui est à court aujourd'hui en France. Comment on peut aujourd'hui comprendre cet affrontement de ceux qui nous nourrissent, encore une fois, avec le bras armé de la France? Comment on arrive à une telle situation? D'abord Michel Onfray, et ensuite James Duclos. Quelle est votre conclusion de cette opposition que vous avez pu vivre en direct? D'abord, moi j'ai été très ému par ces images. Et franchement, du côté des agriculteurs et des paysans, je suis déçu par Bruno Retailleau, c'est-à-dire que lui il dit voilà, je fais respecter l'ordre, quel que soit l'ordre. Bon, très bien, mais il y a quand même un moment où on voit bien que c'est contre les paysans qu'on envoie des blindés, c'est pas contre les narcotrafiquants des banlieues. Eux, on n'envoie pas de blindés, on envoie quelques Robocop avec une caméra de télévision pour montrer que on agit. Et on déplace de 50 mètres un point de deal, alors là, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit médiatiquement de montrer ces choses-là, c'est facile. Mais moi, je pense que, par exemple, Bruno Retailleau aurait très bien pu dire on va trouver l'occasion de permettre aux paysans de venir à Paris, de trouver un lieu pour les paysans, en disant donnant, vous ne bloquez pas Paris, mais on vous permet d'être à Paris avec vos tracteurs, et puis vous allez avoir la possibilité de vous exprimer. Ouais. C'est tout ce qu'on demandait en plus, hein. C'est vraiment ce qu'on demandait. Un lieu, ne pas casser surtout, on n'est pas là pour casser, surtout pour se montrer, et essayer d'avoir un rendez-vous avec la ministre de l'Agriculture. Voilà, c'est pourquoi je le dis, parce que c'est effectivement ce que disait la coordination rurale en disant mais nous on veut juste pouvoir être vus, être entendus et raconter aux gens nos souffrances, nos douleurs. Et moi j'imagine que les tracteurs, les paysans sur le Champ de Mars auraient la possibilité de rencontrer des gens qui viendraient, et je pense même que les paysans apporteraient des produits ou ce genre de choses, faire goûter. Exactement. Eh bien, évidemment. Le tout c'était d'expliquer notre mal-être, expliquer notre travail surtout aux Parisiens qui n'ont pas vraiment l'habitude de nous rencontrer. Et surtout de faire une bonne action, en fait. L'idée, c'était vraiment de se montrer, de faire une bonne action et non pas d'aller casser. C'est vrai qu'on a eu des déploiements de gendarmerie, c'était énorme. On a eu 1000 CRS à un moment. On était encerclés dans les bois. Des centaures, des hélicoptères. Des drones. Enfin, à un moment, on se demandait ce qu'il allait se passer. Hein. Même nous, on n'était pas rassurés. Hein. Oui, non, mais c'est sûr que c'est absolument terrible ce qui s'est passé. D'ailleurs, oui, comme vous le dites, vous auriez pu vous aviez souhaité organiser un type de salon de l'agriculture, mais sans les mensonges des politiques, ça aurait fait du bien. Exactement. En tout cas, merci infiniment, James Duclos, pour votre participation et encore une fois, courage. On a compris à attendre aujourd'hui le rendez-vous de François Bayrou avec les agriculteurs, mais faut-il en attendre quelque chose? La question reste posée. Merci infiniment, Michel Onfray. Merci, c'est gentil. Mais oui, le sujet en plus de ça, c'était l'agriculture et la paysannerie. Ah oui. C'est-à-dire, venez dans ce lycée bénévolement pour rencontrer les étudiants et parler de ce qu'est l'agriculture, notamment leur expliquer ce qu'est la viande cellulaire, comment aujourd'hui on étrangle la paysannerie française, enfin bon, de dire un certain nombre de choses en leur présence, y compris en présence des enseignants, y compris en présence des enseignants qui ne m'aiment pas. Il n'y avait aucun problème pour moi de rencontrer ces individus et éventuellement de répondre à leurs questions. Je n'aurais pas répondu qu'aux questions des élèves, mais oui, ça fait des années de toute façon que je suis interdit de service public,
que j'ai été viré de France Culture, que je ne suis pas invité à France Inter et que on me crache dessus dans la presse wokiste ou maastrichtienne, pour aller vite, je dirais. Et donc, ça ne m'étonne pas que ces gens-là se comportent de cette manière-là. Ce sont des gens qui sont Charlie, bien sûr, hein, Oui. mais qui sont Charlie avec eux-mêmes. La Ils sont liberté pour la d'expression à géométrie variable, oui. qu'on pense comme eux, ils sont pour les rencontres et les débats, mais uniquement entre eux. Donc, on est tout à fait dans Orwell, mais c'est pas seulement Orwell et la littérature, c'est que tout ça signifie une espèce de totalitarisme en marche. Les Jacobins, enfin, avant la Révolution française, vous avez des gens qui se comportent comme ça, avec des voies de fait, avec des gens qui tabassent, qui insultent, qui interdisent, etc. Tout ça sans, hélas, la poudre, c'est terrible. Merci beaucoup, Michel Onfray. Je rappelle ce livre, on va le voir à l'image affichée. Entendez-vous dans nos campagnes, c'est aux éditions du Plénitre, les éditions créées par la revue Front Populaire. Et puis c'est coécrit avec Véronique Le Floch, je vous le disais, la présidente de la coordination rurale. Merci à James Duclos d'avoir représenté la coordination rurale et puis surtout ce monde qui crie aujourd'hui, qui lance l'alerte et qui crie son désespoir pour être enfin entendu. Merci beaucoup, James Duclos, agriculteur. Merci. J'avais juste une petite chose à rajouter. Je vous en prie. Il y a pas mal de coordinations rurales qui se mettent à vendre des bonnets jaunes en soutien à l'agriculture. Ah oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on a eu quand même pas mal d'amendes sur la région parisienne là, le week-end dernier. Donc voilà, ces bonnets servent à payer nos amendes et nos futures actions prochaines. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des coordinations rurales de votre région. Je pense que vous trouverez des bonnets de soutien. Et on fera ça et on va mettre le lien pour l'achat de ces bonnets. Et je précise, oui, on a vu en effet des personnes se faire arrêter dès qu'elles avaient un bonnet, ce qui montre bien le niveau de liberté que nous avons en France. Merci, James Duclos. Soutien encore une fois à la coordination rurale. On appelle tout le monde à mettre des bonnets jaunes. Et voilà, on va en mettre, vous avez raison, tiens, on va en commander. Merci encore et merci beaucoup, Michel Onfray. Entendez-vous dans nos campagnes votre livre aux éditions du Plénitre. Merci à vous tous, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission.